Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Vallée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur général de Gemalto, donc fabricant de cartes à puce et spécialiste de la sécurité numérique, champion. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Vous publiez aujourd'hui, juste avant l'ouverture des marchés, vos résultats pour le troisième trimestre. On prend un tout petit peu de hauteur. On rappelle, il y a eu, on ne s'en cache pas, il y a eu ce trou d'air en 2017, qui a été compliqué pour votre groupe, avec un chiffre d'affaires qui a baissé de 5%. Au premier semestre, on avait un sentiment de relative stabilisation. Et là, beaucoup s'attendaient peut-être, à tort d'ailleurs, à avoir un troisième trimestre de reprise. Là, le chiffre d'affaires baisse. Mais moi, j'étais surpris, 3% de baisse. Et quand on lit le communiqué de presse, il y a écrit comme prévu. C'était prévu que… Donc, ce n'est pas le trimestre du retournement où on repasse en croissance positive? Alors, en fait, nous publions notre chiffre d'affaires au troisième trimestre, comme c'est la pratique dans beaucoup d'entreprises de nos secteurs. Gemalto livre en fait des projets. Nous avons la possibilité de piloter notre forecast et ce que l'on entend par c'était attendu, c'est qu'on avait prévu un Q3 relativement stable dans la mesure où nous avions livré beaucoup d'activités en Q3 de l'année précédente. Donc, il y avait un effet de base qui mécaniquement Exactement. Et les prévisions que nous avons pour le quatrième trimestre nous permettent de conforter notre outlook. Donc, quatrième trimestre sera meilleur. Oui. Et donc, on attend quoi? Donc, croissance à un chiffre? Alors, en fait, vous savez qu'on on explique nos marchés en fonction de deux grands secteurs chez Gemalto. Le premier qui est un peu nos activités matures, ce que l'on fait depuis de très nombreuses années. Les puces pour les cartes bancaires, les cartes SIM, voilà, tous les services d'émission qui vont avec. Là, en fait, compte tenu de ce qui s'est passé les années précédentes, notamment l'année dernière, l'idée, c'est vraiment de maintenir une profitabilité constante. Et nous avons aussi regroupé dans un segment toutes nos nouveautés, tous nos secteurs en croissance. Et là, la tendance est une croissance à 2 digits. D'accord. Et nous conformons à deux chiffres. Pardon. Et nous confirmons cette croissance sur l'année. Et alors, donc, grâce au quatrième trimestre en particulier. Voilà. Donc, quatrième trimestre au global sera meilleur, mais on peut pas. C'est trop tôt encore une fois pour donner une estimation de fourchette. Non, l'idée justement, c'est au global. On va parler de chaque activité, l'historique, la mature comme vous dites, et pour le coup celle qui est tournée vers l'avenir, l'Internet des objets. En fait, aujourd'hui, on pilote l'entreprise avec deux cadences, si je puis dire, la profitabilité de nos activités en mature et la croissance à 2 chiffres de nos activités innovantes, et c'est ça qui est important. Et on maintient cette. Mais le quatrième trimestre, au global, en termes de chiffre d'affaires, sera meilleur. Oui. Et en croissance positive au global. Oui. Bon, ce que j'avais envie d'entendre. Ou pas d'ailleurs. Oui, c'est intéressant. Sur les marchés historiques, il faut en parler parce que c'est ce qu'on connaît le plus d'ailleurs de vous, même si ce n'est pas peut-être un peu moins l'avenir. Donc les puces pour cartes bancaires, les cartes SIM. Encore une fois, croissance négative là, de 4%. La baisse ralentit, j'avais le sentiment, ça ralentit. Et la question qu'on se pose, c'est à quel moment est-ce qu'on aura un point d'inflexion? Vous pouvez le dater ou c'est pas possible? En fait, vous avez… Je ne suis pas le premier à la poser la question. Non, mais vous avez fait deux grands segments dans cette activité. Ce que l'on fait avec les opérateurs de téléphonie mobile et ce que l'on fait avec les banquiers. Ce qui nous est arrivé en 2017, en fait, c'est une correction, c'est la fin de la correction de l'inventaire des stocks qu'il y avait sur le marché américain. De la carte à puce bancaire. Les Américains sont passés à la carte à puce pour le paiement en l'espace de quelques semestres, et ce qui a engendré en fait une création de stock importante en 2017. Cette création, ce stock, ces inventaires se sont résorbés. On est redevenu, si je puis dire, business as usual sur ce segment. Les États-Unis ont rejoint le gros du peloton pour tout ce qui est marché bancaire. Business as usual, mais encore une fois, baisse de 4% au global de l'activité. Alors, l'activité bancaire a cru de 5% au troisième trimestre. Vous voyez, donc ça veut dire qu'en fait, on a des signes de reprise et cette activité se porte bien, elle est stable. On continue à introduire des nouveaux produits, de l'innovation produit. Et vous avez un deuxième segment qui est celui de la carte SIM, qui lui décroît de façon tendancielle depuis maintenant plus d'un an, un an et demi. En volume et en valeur? Alors, c'est plutôt une décroissance en valeur. Et pas en valeur. En valeur parce qu'il y a des acteurs chinois qui font mal? Alors non, c'est parce qu'en fait, les opérateurs de téléphonie mobile aujourd'hui sont concentrés sur la nouvelle technologie qui arrive, la fameuse eSIM, celle que Apple a annoncée dans ses iPhones en septembre 2018. Mais c'est pas du pain béni pour vous, ça? Alors si, c'est du pain béni, si vous voulez. La grande difficulté, c'est de prévoir la trajectoire de cette eSIM, dans la mesure où aujourd'hui, nous équipons… eSIM, donc c'est une SIM dématérialisée. C'est une SIM soudée, dématérialisée, peu importe. C'est plus la SIM que vous connaissez aujourd'hui, c'est celle qu'on ne peut plus enlever. Elle est présente dans le téléphone. Elle est tout aussi sécurisée parce que l'idée, c'est de pouvoir authentifier l'utilisateur vis-à-vis du réseau. La sécurité est toujours présente, elle est toujours importante. Il faut vraiment authentifier le téléphone et l'utilisateur. Cette SIM, cette nouvelle génération, en fait, consiste à télécharger votre clé
d'authentification en tant qu'utilisateur à distance dans le téléphone. C'est ce que fait Apple, c'est ce que fait Samsung sur les montres connectées depuis un certain temps. Et vous faites quoi là-dessus? Alors nous, en fait, nous interconnectons, si je puis dire, les opérateurs de téléphonie mobile et les fabricants de téléphones, les fabricants de montres, pour permettre ce téléchargement de la clé dans le téléphone. C'est une nouvelle forme de mise en service de la relation client. Pourquoi parler de business historique alors, puisque c'est l'avenir? Pourquoi vous avez mis ça dans votre business parce que, mature? Si vous voulez, parce qu'il a fallu, sur ce business, réajuster notre base de coûts, notre offre de services. Nous ne voulons pas quitter ce secteur. Nous voulons continuer à servir les opérateurs de téléphonie mobile parce que l'avenir est là, l'eSIM va arriver. On aura toujours besoin d'authentifier le client, quelle que soit la forme physique de la carte. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'installer ces solutions. Nous avons plus de 100 références dans le monde. Des opérateurs, des fabricants de montres, des fabricants d'objets, des voitures. Nous vendons cette technologie, par exemple, à Peugeot, qui permet en fait de connecter la voiture dès qu'elle sort de la concession. Ouais. Donc, ce n'est pas une activité mature, c'est une activité qui a un potentiel C'est une activité, énorme, en fait, c'est pour ça que je vous parlais de trajectoire. Si vous voulez, il y a une espèce de trou d'air et on sait que ça va remonter. La difficulté, c'est de prévoir cette trajectoire de remontée dans les années qui viennent. La très très bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que Apple, qui est un trendsetter, si je puis dire, pardonnez mon anglais, un faiseur de tendance, a sorti cette technologie dans sa génération d'iPhone annoncée au mois de septembre. Et si vous voulez, pour nous, c'est quelque chose de très positif. Ça veut dire que derrière toutes ces installations, toute cette technologie, toute cette tuyauterie qui a été préinstallée, va commencer à être utilisée. Et c'est ça le point positif. Et vous êtes bien positionné justement là-dessus. Vous n'êtes pas le seul, j'imagine? Non, nous ne sommes pas le seul, évidemment, mais Gemalto a plus d'une centaine de références. Et encore une fois, quand je parle de références, c'est des deux côtés de la relation digitale. C'est à la fois l'opérateur et l'utilisateur qui a ce téléphone ou cette montre connectée qu'elle va connecter grâce à cette clé téléchargée à distance. Le paiement sans contact, vous me direz si je me trompe, mais c'est pas si développé que ça aux États-Unis. Alors pas du tout même. Même pas du tout. C'est énorme ça aussi. Ça démarre à peine. Ça fait partie justement des options produits qui s'offrent à nous. Maintenant que les États-Unis sont passés justement sur la carte à puce pour pouvoir payer une transaction, la prochaine étape, c'est d'améliorer la convivialité. Comme on le fait maintenant en France. Vous savez qu'on vous demande dans les restaurants ou à la boulangerie de payer, on vous propose de payer sans contact, non, c'est plus rapide, vous n'avez plus besoin de taper votre code secret. C'est pour nous un point très positif parce que ça revient à rajouter de la valeur dans la carte de paiement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet de prévoir un marché stable sur la carte bancaire dans les années qui viennent. Donc en aucun cas ce pôle activité mature où il y a de la profitabilité, en aucun cas vous céderez, encore une fois, dans le cadre, on en parlera après, du rapprochement avec Thales, c'est pas quelque chose qui a vocation à être Non, en sorti. fait, si vous voulez, Thales... Certains se posent la question, donc il faut la poser, quoi. Oui, vous avez tout à fait raison. Thales, en fait, a évalué la globalité de notre plan d'affaires, notre plan stratégique sur les 3 ans qui viennent. C'est ce qui valorise, en fait, la transaction à 51 €. C'est ce qu'a recommandé notre conseil d'administration. Donc l'idée, c'est de vraiment arriver dans Thales avec l'ensemble de nos activités. D'autant plus que, et pour la banque, et pour cette nouvelle génération de cartes SIM, nous avons beaucoup de choses à faire en commun. Bon, l'autre activité, c'est l'Internet des objets, Internet of Things, IoT comme on dit, la cybersécurité. C'est ça qui, sur 9 mois, tire la croissance, 12% au niveau des ventes, mais ça baisse d'1% au 3e trimestre. Alors, ce n'est pas une mauvaise surprise pour nous. C'est jamais une mauvaise surprise. Non, mais on avait prévu ça. Des bonnes aussi. Justement, la bonne surprise viendra du 4e trimestre. C'est un marché, si vous voulez, qui est fait de projets. Quand vous livrez le gouvernement anglais qui nous achète le passeport électronique... Ah oui, il faut le dire, c'est hyper intéressant. Le passeport britannique post-Brexit, il sera français. Il sera signé Gemalto. Il sera signé Gemalto. Il sera signé Gemalto. Non, on ne peut pas dire qu'il sera français parce que l'important, c'est de charger les données du passeport britannique sur le territoire britannique. Et pour ça, le gouvernement britannique achètera cette prestation à Gemalto sur des sites qui sont au Royaume-Uni. Vous m'avez compris. Bon. Et donc, je tiens à le préciser, c'est important parce que c'est une demande forte de tous les gouvernements. Oui, il ne faut pas froisser le client, évidemment. Et donc ça, Alors, typiquement, ce projet, c'est un projet qui dure sur près de 11 ans et demi. Il nous faut à peu près un an et demi pour installer toute l'architecture, justement pour pouvoir charger les données du citoyen sur 2 sites, en l'occurrence au Royaume-Uni. Et après, ce sont des livraisons
régulière sur une période de 10 années. Donc vous comprenez bien en fait que dans cette activité, nous avons des programmes qui durent 3, 4, 10 ans. On a annoncé par exemple au 3e trimestre le gain du permis de conduire dans l'État de Géorgie, l'État d'Atlanta aux États-Unis. Donc là aussi, on fournit une solution de permis de conduire sécurisé pour permettre l'authentification. Mais avant que ça se traduise en chiffre d'affaires sonnant et trébuchant, c'est ça? Il faut quelques trimestres. Et donc en fait, il y a de la visibilité. Donc, on a de la visibilité. Donc on savait qu'au 3e trimestre, nos livraisons seraient plus faibles qu'au trimestre, légèrement plus faibles qu'au trimestre, au même trimestre de l'année précédente. Donc on table dessus, si vous voulez. C'est pas une surprise pour nous. C'est pour ça qu'on dit comme attendu. Ouais. Qu'on comprenne pour le commun des mortels, qui nous regarde, à quoi ça correspond cette activité. Elle est très vaste, mais de cybersécurité, c'est quoi? C'est reconnaissance faciale, c'est du passeport biométrique. Si on veut mettre en fait, si vous voulez, c'est à la fois la sécurisation de la relation physique comme de la relation digitale entre nos clients et leurs usagers. Prenez un gouvernement, aujourd'hui, le passeport est important pour pouvoir passer une frontière. Donc, on établit en fait cette sécurité grâce au passeport, cette confiance. La sécurité numérique, c'est aussi, par exemple, pour les entreprises de pouvoir protéger les données qu'elles détiennent, notamment avec la mise en œuvre de la nouvelle réglementation générale de la protection des données, la RGPD qui est mise en œuvre depuis le mois de mai en Europe. Il est important que toutes les entreprises prouvent que les données qu'elles détiennent de leurs clients ou de leurs employés soient protégées. Donc on vient les chiffrer, ces données. C'est une activité que Gemalto propose aux entreprises. Ouais. Et sur il faut en parler évidemment, le marché des objets connectés, on sait que c'est un truc qui est colossal, qui est immense, qui va exploser. Vous êtes sûr d'être bien positionné sur ce segment? Alors, je vais vous donner un exemple concret. Ce que l'on fait, par exemple, avec des compagnies qui fabriquent des compteurs d'électricité, on a par exemple ça au Japon. Non seulement nous livrons en fait dans le compteur l'objet qui permet de communiquer, de connecter le compteur au réseau, mais en plus nous téléchargeons une clé dans ce compteur de manière à le verrouiller. Autrement dit, vous ne pouvez pas télécharger un logiciel différent si vous n'avez pas la clé pour déverrouiller et reverrouiller ce chargement. C'est une attaque très classique en sécurité qui consiste à charger ce qu'on appelle un malware dans un objet distant, typiquement un compteur. Gemalto non seulement permet la connectivité, mais en plus vient sécuriser le chargement d'un logiciel qui viendrait améliorer par exemple une fonctionnalité. Ouais. On est en B2B, en B2C? Alors on est en B2B parce qu'en fait nous ne voyons pas l'usager final. Ouais. Nous travaillons avec en B2B2C. Voilà, en quelque sorte. Ouais. Nous travaillons avec la compagnie qui après derrière va fournir ce service. Et des marques connues justement qui proposent ce type d'objets connectés pour les particuliers. Juste pour me donner un peu de corps et de matière. Alors vous avez une compagnie par exemple au Japon, c'est une compagnie qui s'appelle TEPCO qui est en fait un fournisseur d'électricité japonais. Bon alors c'est pas très connu du public français. Je vous l'accorde. Je vous ai donné l'exemple de Peugeot par exemple. PSA utilise nos technologies pour connecter le véhicule et donc on vient télécharger cette clé dans le véhicule pour pouvoir fournir des services à distance. Bon, on parle encore une fois, donc si j'ai bien compris, 4e trimestre, là il y aura une croissance encore une fois des ventes. Je suis retombé sur cette étude de la banque UBS qui avait été déçue par la rentabilité de Gemalto, qui n'était pas au niveau de ce qu'elle attendait. Vous répondriez quoi? Alors, on a, si vous voulez, travaillé beaucoup sur l'amélioration de la rentabilité justement de nos business matures. Vous savez qu'on a fait un plan de sauvegarde de l'emploi au premier semestre en France. On a réduit aussi notre présence dans certains marchés qui n'étaient plus rentables pour Gemalto. L'idée, c'est vraiment de travailler sur la rentabilité de cette activité, parce que la rentabilité de nos activités en croissance, elle, est plutôt positive, plutôt intéressante. Et en plus, cette contribution croît, puisque aujourd'hui, nos activités en croissance représentent un petit peu moins de 45% de notre chiffre d'affaires. On a été beaucoup attaqué sur la carte SIM dans les années précédentes. La carte SIM, sur les 3 premiers trimestres de l'année 2018, ne prend plus 13% de nos ventes. 13% de nos ventes. En fait, on s'est différencié, on est allé chercher des activités qui sont dans nos cordes, qui nous permettent d'apporter cette sécurité dans des domaines adjacents à ce qu'on faisait historiquement, ce qui nous permet de croître dans ces activités à plus de 2 chiffres. Encore une fois, l'entreprise, le gouvernement et l'Internet des objets. Bon, alors après, il faut parler évidemment de l'avenir. L'avenir, c'est le présent d'ailleurs aussi, cette offre publique d'achat amicale de Thales. Il y a cette annonce de dire, voilà, une fois que Gemalto sera racheté par Thales, l'ensemble va former un champion mondial de la sécurité digitale. C'est de la com ou c'est vrai ça? Alors, si vous voulez, ça représentera… Sur quelle base Alors, la base est relativement simple. Quand on a annoncé la transaction, on a regardé un petit peu les différents acteurs de la sécurité numérique dans le monde. La somme des activités de Thales et de Gemalto dans le domaine, ça représente un peu plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Ça nous positionnerait en numéro 2 derrière Symantec,
qui est un leader américain sur la sécurisation des PC, enfin ce genre de choses. Qui lui fait combien pour le coup? Qui doit faire à peu près 3,6 milliards, 3,7 milliards. Ah, Alors évidemment, on est allé chercher les activités de cybersécurité, de sécurité numérique des grands groupes. On n'a pas pris tout le chiffre d'affaires d'IBM, on n'a pas pris tout le chiffre d'affaires des grands acteurs du monde de l'informatique. Et l'idée, c'est vraiment de développer, de créer un champion international basé, français, qui justement va fournir ses solutions aux quatre coins de la planète. Avec des logiciels de sécurité, avec cette expertise dans la biométrie, c'est tout ça, on parle de tout ça. Ça, exactement. Ouais. Il y a un décompte qui est fait régulièrement, on est au courant, parce qu'il faut attendre d'avoir toutes les autorisations. Toutes les autorisations donc des régulateurs, des autorités de la concurrence. On a fait la moitié du chemin, oui. 7 sur 14, mais il reste le gros morceau, il reste Bruxelles, avec peut-être des contreparties qu'il faudra lâcher, des bouts d'activité pour... Alors, c'est très très clair, en fait, Thales l'a annoncé. En fait, l'idée, c'est de se séparer d'une partie de nos activités que nous avions en commun entre Thales et Gemalto, qui sont ces équipements qui permettent de chiffrer et donc de protéger les données sur les équipements de réseau. Quand vous mettez vos données sur un serveur, qu'il soit dans votre entreprise ou sur Amazon Web Services, sur Microsoft Azure, vous avez besoin, dans certains cas, de protéger ces données. Ouais. L'activité que Gemalto et Thales partagent, on a accepté, si vous voulez, vis-à-vis de la Commission européenne, de céder l'activité de Thales de manière... un peu de l'Est pour avoir l'onction et donc qui devrait tomber. C'est ça qui fait qu'il y a du retard, parce que finalement, ce rachat devait être bouclé au départ, on nous avait dit... dans le courant du deuxième semestre. On avait dit avant la fin de l'année. Au final, maintenant, on est plutôt sur le premier trimestre 2019. Ce retard, c'est lié justement, à la Commission. Voilà. Exactement. Oui, exactement. Il y a une infime chance que ça ne se fasse pas pour vous? Très, 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 très faible, voire nulle. Très faible, donc il serait lié à quoi? Non, elle est nulle. Elle est nulle. Je me reprends. Pour une raison très, très simple, c'est que pour Thales et pour le board de Gemalto et donc pour les employés de Gemalto, ce deal est un deal stratégique. Alors, bien sûr qu'il y a des objectifs financiers liés à ce deal, mais c'est un deal stratégique. C'est vraiment de compléter nos activités pour créer ce champion mondial de la sécurité numérique. Patrice Caine veut faire ce deal. Je souhaite faire ce deal. Nous y arriverons. Et c'est pour ça d'ailleurs... Il faut qu'il y ait 100% encore une fois, parmi les autorités de la concurrence. Techniquement, comme Gemalto est une entreprise de droit néerlandais, Thales a besoin de réunir 95% du capital pour pouvoir lancer cette fameuse procédure de squeeze-out qui consiste justement à forcer les 5 derniers pourcents à amener leur titre. Voilà. Donc aujourd'hui, tous les analystes financiers qui regardent ce deal conseillent d'apporter les titres Gemalto. C'est l'unanimité sur le marché. Ouais. Mais par contre, ce n'est pas un point bloquant, les autorités de régulation, si vous n'avez pas toutes les autorités. Il y a l'Europe, j'imagine. L'Europe, il faut absolument avoir... Non, et là, il y a une chose très claire qu'il faut obtenir toutes les autorisations. Ah, il faut donc 100% des autorisations. Vous êtes confiant là-dessus? Oui. Et 95% des titres qui sont apportés. Il y a un décompte, parce que les gens apportent en... Alors, je ne suis pas un spécialiste de domaine, donc je me suis formé depuis. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, dans ce genre d'offres amicales, dans la mesure où tous les analystes recommandent en fait d'apporter les titres, généralement l'apport se fait, mais vraiment à la dernière minute. Une fois que la dernière autorisation a été... et on a à peu près une quinzaine de jours, c'est prévu par les textes et la réglementation, pour une dernière fenêtre, si vous voulez, d'apport des titres, et généralement tous les titres arrivent à ce moment-là. Mais il y a un petit aléa, il y a une surprise. Oui, le petit aléa, c'est la personne qui détient 10 titres sur un portefeuille et qui ne s'en souvient plus et qui ne les apporte pas. C'est pour ça qu'en fait, les banquiers de détail, en fait, la Société Générale en particulier, envoient régulièrement des lettres aux agents d'actions pour dire « Attention, il y a une offre en cours, donc n'oubliez pas d'apporter vos titres ». Avec à la clé, derrière, on finit là-dessus, Philippe Vallée, un retrait de la cote, parce que ça... C'est l'objectif, c'est ce qu'on appelle un delisting, un retrait de la cote sur le marché Euronext. Ouais. À quel horizon? Alors, généralement, c'est des processus assez mécaniques, si je peux dire. On parle de 3 à 6 mois, ça peut se faire en 3 à 6 mois. Bon, donc ça veut dire courant 2019, si j'ai bien compris. Oui. Bon, voilà, donc futur champion mondial, c'est sûr, à 99,9%. 99,99%. Champion mondial de la sécurité digitale, avec donc un chiffre d'affaires qui va croître au 4e trimestre, et on travaille à la rentabilité aussi, apparemment. Exactement. On en reparlera tranquillement. Merci de passer nous voir. Donc, Philippe Vallée, le directeur général de Gemalto, à l'occasion de la publication des résultats du 3e trimestre, qui était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.